Aujourd'hui, je vais présenter un thème qui est très important, surtout dans les pays africains, c'est l'éthique en intelligence économique et le développement en Afrique. Ce travail a été réalisé par Madame Amina Al-Houdé et moi-même, Ben Najem Touati Majouline. Pour ne perdre pas beaucoup du temps, je vais aller directement pour présenter mon plan de travail. Mon plan de travail va s'articuler autour de 3 points essentiels. Donc, tout d'abord, on va commencer de présenter un panorama général sur les techniques d'information et de communication d'éthique. Et ensuite, on va expliquer l'intelligence économique et l'éthique. Ça veut dire, on va présenter une définition claire pour l'intelligence économique et on va expliquer la relation entre l'éthique et l'intelligence économique. Et finalement, on va présenter le développement de l'éthique en Afrique. Et bien sûr, on va commencer avec une introduction et on va finaliser avec une conclusion. Pour notre problématique, bien sûr, on a un retard. Les pays africains ont été en retard par rapport aux autres pays. Donc, c'est ça ma problématique. Et mon introduction va éclairer bien la problématique. Donc, comme une introduction, l'économie mondiale livre une bataille dans le domaine de la technologie et de l'information, en particulier dans les pays développés qui s'efforcent de développer une économie intelligente et numérique qui a contribué à leur croissance rapide, tandis que les pays africains n'ont toujours pas l'infrastructure, la culture et le potentiel humain nécessaire pour suivre ces progrès. Outre la procrastination à l'application d'éthique et l'activation de l'intelligence économique, dans tous ces domaines, ce déséquilibré peut entraîner la prise de mauvaises décisions, ce qui conduira à des résultats négatifs affectant son progrès économique et ses perspectives futures dans la plupart des domaines. Donc, je vais commencer de présenter le premier parti, c'est-à-dire un panorama général sur l'éthique. Bien sûr, normalement, tout le monde maintenant a des idées pour le concept d'éthique. Donc, on peut dire que l'éthique, ce sont les méthodes, les étapes pour communiquer. Bien sûr, en utilisant des équipements électroniques comme PC, etc. Il y a énormément de définitions, donc c'est pour ça je vais présenter quelques définitions qui sont très importantes. Par exemple, OCDE en 1998 ont donné une définition d'éthique comme des services qui facilitent la transmission, le stockage et le traitement de l'information par des moyens électroniques. Donc il y a aussi l'Union européenne et la France en 1998. Donc je ne peux pas lire tous les paragraphes, comme ça je peux économiser un peu du temps. Donc l'éthique pour eux, c'est l'informatique avec la fabrication des ordinateurs et des logiciels, les télécommunications qui comprennent les réseaux et donc l'Internet et enfin l'électronique. Bien sûr, les grandes composantes d'éthique, c'est comme les serveurs portables, tablettes, etc. Pour l'impact d'éthique sur le développement économique, donc on peut dire que l'éthique ont un impact réel sur l'économie réelle. Ça veut dire que la production d'éthique et leur utilisation
Donc on peut dire que l'éthique permet, ou le secteur de fabrication, de production d'éthique permet de favoriser le PIB, renforcer la contribution au PIB en se basant sur la spécialité de cette industrie, rapidité des changements technologiques, solidité et durabilité, etc. Et aussi l'éthique peut augmenter ou permettre d'augmenter la productivité de la main-d'œuvre, améliorer la performance des équipements, innover dans la gestion, la coordination et le contrôle du travail dans l'entreprise, le saisie et le traitement de l'information en temps réel. Donc maintenant l'intelligence économique et l'éthique, je vais commencer pour définir le concept ou présenter un concept d'intelligence économique qu'elle a déjà présenté tout à l'heure avec un ami. Donc on peut dire il y a énormément et plusieurs définitions de l'économie, donc pardon, de l'intelligence économique. Moi j'ai choisi une définition parmi plusieurs définitions. Donc on peut dire que l'intelligence économique est la gestion stratégique de l'information dans le but d'améliorer la compétitivité ou la gestion stratégique de l'information est une approche systématique de la collecte, de traitement et de l'exploitation d'informations utiles permettant de détecter toutes les menaces et opportunités pour une entreprise et l'aidant à faire les bons choix. Donc on peut dire aussi que l'intelligence économique a deux objectifs essentiels, c'est-à-dire connaître l'environnement externe et interne et aussi de faciliter le traitement faciliter les décisions stratégiques. Donc ce tableau présente les deux objectifs principaux de concept de l'intelligence économique. Donc pour la relation entre l'intelligence économique et l'éthique, alors nous constatons aujourd'hui que la prise de décision face à la surcharge d'informations pose de nouveaux problèmes aux décisionnaires. Les sources et les quantités d'informations se sont de plus en plus évaluées grâce aux TIC. L'information a pris une place essentielle et même vitale dans la prise de décision. En ce sens, l'intelligence économique devient un facteur déterminant dans la pertinence du cheminement décisionnel et donc à la pérennité de l'entreprise. Donc ce tableau présente l'application d'éthique au processus d'intelligence économique. Alors ce tableau indique que l'éthique liée à chaque étape du cycle de l'information, c'est-à-dire, par exemple, à partir de notre tableau, l'étape principale du processus de l'intelligence économique, c'est l'orientation. Alors l'éthique va entraîner, bien sûr, où on peut appliquer l'éthique comme ordinateur individuel, agent intelligent, etc. Donc l'utilisation d'éthique au processus de l'intelligence économique, donc tout simplement il y a deux critères, les critères à l'égard de la contribution à une ou plusieurs étapes du processus de l'intelligence, ça veut dire l'infrastructure technologique, ressources humaines, l'infrastructure organisationnelle et plus deuxième critère, c'est relatif au coût, c'est-à-dire ce sont des critères pour sur les coûts de cette application. Et tous les deux critères, on réalise l'utilisation d'éthique au processus de l'intelligence économique. Maintenant, on va passer pour expliquer le développement d'éthique en Afrique. Oui, 2 minutes, d'accord. Donc, je vais expliquer tout simplement, ça c'est l'essentiel de ma présentation. Bien sûr, ce graphe va expliquer qu'en 2005, par rapport que le chiffre d'affaires mondial de technologie de l'information, en 2005 et 2020, on va remarquer une augmentation, bien sûr, continue entre ces délais et qu'il va doubler au plus que le double en 2020.
2020. Il y a énormément de chiffres et d'actualisation des chiffres par rapport à l'intelligence économique et éthique aux pays africains. Donc il y a un graphe qui est très important. Si par exemple qu'il présente la proportion des personnes utilisant l'Internet à l'échelle mondiale par âge en 2017, bien sûr on va trouver que l'Afrique c'est plus loin. Si on va comparer les chiffres par exemple qui sont en rouge, les personnes qui ont âge entre 15 et 24 sont en Afrique représentent 40,3%, mais si ça c'est pas un pourcentage qui est un bon pourcentage parce qu'il représente un pourcentage faible. Si on va faire la comparaison entre les personnes âgées, des jeunes, on dit entre 15 et 24, par rapport les jeunes européennes et les américaines, bien sûr, si par rapport à Africains et les personnes en Europe, c'est plus le triple. Donc je peux juste, j'ai un graphe qui est juste une minute parce que vraiment ça c'est les obstacles de l'application. Les obstacles de l'application de l'intelligence économique en Afrique. Le problème, il existe entre certains points: manque de ressources financières, méconnaissance des sources d'information, absence d'outils adéquats, méconnaissance des outils, manque de moyens humains, etc. Tous ces obstacles Donc tous ces obstacles, on peut pas, dans les pays africains, on ne peut pas appliquer l'intelligence économique. Donc, en conclusion, bien que l'intelligence... Merci Madame Taouti, merci pour votre attention. Merci. Merci. Donc, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ce Sirius colloque. Je tiens aussi à remercier les intervenants qui, depuis hier, nous ont fait réjouir de leur apport théorique et de recherche. Et bien sûr, je tiens à remercier tous les présents, notre cher auditoire qui est présent aujourd'hui avec nous, déjà un week-end et dans un temps pareil. Donc, à savoir que le numérique... Pardon. Donc, à savoir que le numérique et l'intelligence artificielle, la digitalisation, la robotisation, le tout combiné avec la mondialisation, ça entraîne un changement radical du comportement de notre société. Un changement qui change les pratiques et les instruments de différents métiers publics et privés. Et cette transformation n'est pas sans conséquence sur les métiers de la finance publique et sur la finance publique elle-même. Pour apporter plus d'éclairage sur le sujet, notre intervention est structurée sur 3 axes. D'abord, nous allons essayer d'examiner l'évolution et les effets suscités de la technologie au Maroc, pour ensuite vous présenter quelques avancées numériques enregistrées au sein du ministère de l'économie et des finances, et pour ensuite discuter un petit peu des défis et l'impact de cette avancée technologique sur le budget de l'État. Mais pour cela, il faut revenir jusqu'aux années 80. Là où toutes les opérations, peut-être la majorité des opérations étaient manuelles. Là, je pense directement à un registre centralisateur de la comptabilité des communes, appelé le fameux P22. Et lorsque ce registre est ouvert, il peut cacher tout un bureau en dessous. Donc, ce que je voulais dire, que ce sont des opérations manuelles qui entraînent un taux très élevé d'erreurs, de fraude, et donc nécessitent un mécanisme de contrôle rigoureux et mutuel. Et qui dit un contrôle mutuel, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il a fallu attendre juste après 20 ans, jusqu'aux années 2000, qu'on a commencé à parler de la modernisation de l'administration publique marocaine, avec une déclinaison, efficacité, proximité et simplicité. 2001, une transformation administrative au Maroc. On parlait de la déconcentration. Il s'agit d'un nouveau mode de gestion de la relation entre les services centraux et les services déconcentrés, ce qui nécessite bien sûr de la technologie pour assurer cette liaison. C'était l'ère de l'Internet. Mais la grande mutation, c'était en 2011,
avec l'adoption de la nouvelle constitution, qui a exigé de réaménager la loi organique des finances de 98 et le passage vers une loi organique 133 actuelle. Cette dernière a constitué la première, ou plutôt un cadre législatif de dématérialisation de la procédure des finances publiques, et cette réforme a connu un développement accru de la technologie afin de consacrer les principes constitutionnels, à savoir la transparence et la reddition des comptes. Et bien sûr, il y avait d'autres objectifs pour la digitalisation du métier de la finance publique. D'abord, le veille et le pilotage macroéconomique. Du moment que la digitalisation va nous permettre d'avoir des données en temps réel afin de renforcer l'analyse macroéconomique et nous permettre de faire des prévisions macroéconomiques plus fiables. Sur le plan de la conception de la politique budgétaire, d'avoir l'intelligence artificielle, ou plutôt, je vais dire tout simplement le numérique, va nous permettre tout simplement d'évaluer la politique publique tout en prenant en considération les besoins des citoyens et bien sûr les priorités nationales. Et concernant l'exécution de la dépense et bien sûr en contrepartie la recette, l'intelligence, ou plutôt je vais parler tout simplement du numérique et la digitalisation, vont nous permettre d'avoir une bonne gouvernance de la dépense, ou plutôt une bonne gouvernance de la finance publique, du moment qu'il va nous permettre une optimisation de la dépense, et il va renforcer la capacité de l'État à bien sûr lutter contre la fraude fiscale. Et enfin, on s'attend de la digitalisation de renforcer l'évaluation et le contrôle et bien sûr la gestion du risque. Donc tout ça est beau, mais on est au Maroc dans cette réalisation. Et là, je vais faire une présentation des avancées enregistrées par le ministère de l'économie et des finances en matière de digitalisation du métier des finances publiques, ce qui lui ont permis d'avoir 5 fois le prix IMTIAZ, c'est le prix de l'administration électronique, et que j'ai découpé en 4 objectifs. D'abord des services orientés institutionnels, et là on peut trouver le e-budget de la direction du budget. C'est une plateforme numérique qui permet aux ordonnateurs et sous-ordonnateurs de piloter leurs activités et de piloter tout simplement la programmation pluriannuelle de leur budget dans une démarche performance. Nous avons aussi gestion intégrée de la dépense, gestion intégrée de la recette. C'est des services de la trésorerie générale du Royaume. Le premier est la gestion intégrée de la dépense. C'est une plateforme numérique qui permet une gestion très approfondie de la dépense, depuis le vote de la loi de finances jusqu'à l'exécution du budget. Pardon. Il permet aussi le suivi de la commande publique. Je parle ici des marchés publics, des bons de commande, des contrats, des conventions, etc. Le calcul permet les calculs des comptes, des avenants, l'engagement, les intérêts moratoires, tout ce qui concerne la dépense en général, elle est implémentée dans cette application. Et sans oublier bien sûr la gestion intégrée de la recette qui permet l'optimisation de la procédure de recouvrement de la recette. Et je reviens sur ce qui est dit hier. Le problème au Maroc, c'était la mise à jour des informations. Moi, je dis non, ce n'est pas les informations parce que cette application, elle est connectée à la centrale de recouvrement qui mutualise toujours, ou plutôt quotidiennement, les informations sur tous les contribuables marocains. Mais le problème réside dans la notification. C'est un autre problème réglementaire que je ne vais pas y entamer ici. Nous avons aussi le cycle contentieux de la direction, plutôt l'agence judiciaire de l'économie et des finances, qui permet le traitement électronique des dossiers du contentieux entre nos partenaires. Il y a Tedbir de la direction de la trésorerie, du trésor pardon, et de la dette qui permet une gestion automatisée de la dette au niveau international. Et bref, donc je passe au service orienté usager. Et là aussi on trouve des avancées technologiques. Je commence par la direction de la douane et des impôts indirects avec le système BADR. La direction de la douane a dans son actif plusieurs plateformes. Moi j'ai choisi celui-là parce qu'il est le plus utilisé par les usagers. BADR, donc c'est la base d'activité de dédouanement réseau qui permet bien sûr l'automatisation des procédures de dédouanement. D'accord. Et bien sûr, je reviens sur Watif pour jour, Indimage et le portail des marchés publics, donc je passe parce que Madame la Présidente est en train de faire vite. Donc ce que je vais vous présenter directement, donc il y a une panoplie de plateformes numériques au sein du ministère de l'économie et des finances, et comme vous pouvez le constater, le métier de la finance publique est déjà concerné. On est dans une phase transitoire. Donc c'est un contexte qui bien sûr va profiter pour quelques-uns
Mais pour d'autres, c'est une source de malaise. Des changements de métier vont bien sûr apparaître. Il y aura de nouveaux métiers et par contre, d'autres métiers vont disparaître. Et là, je reviens vers ce qui a dit Keynes en 1930, avec une clairvoyance. Nous souffrons des troubles de croissance dus à des changements d'une rapidité excessive. Nous souffrons des difficultés que provoque la réadaptation à une phase économique nouvelle. Nous découvrons des moyens d'économiser de la main-d'œuvre à une vitesse plus grande que nous ne savons trouver de nouvelles utilisations du travail humain, mais ce n'est là qu'une période passagère d'inadaptation. Et là, ça nous interpelle bien sûr à revoir les conséquences de cette digitalisation sur les conditions du travail. Et là, on pense principalement à la perte d'autonomie due à l'isolement des fonctionnaires qui travaillent toujours sur les plateformes numériques. Cette perte d'autonomie entraîne une révision des tâches, ce qui nécessite des compétences, et des compétences nécessitent de l'évaluation. Donc c'est toute la politique de ressources humaines qui est en jeu. Et qui dit politique de ressources humaines, on parle de la formation, on est en train de toucher à l'architecture organisationnelle de l'administration. Les spécialistes de l'intelligence économique et qui parlent de l'architecture organisationnelle, ils savent quand on touche à l'organisation, c'est la facture qui explose. Ça coûte très cher aux organisations d'administration de changer toute une organisation. D'un autre côté, les conséquences sur la recette. Là, on est en train de passer à une déterritorialisation, un nomadisme du contribuable. On parle du GAFAM. Donc, c'est une sorte plus sophistiquée d'évasion fiscale et qui prive l'État de ses ressources. Et donc, vous pouvez le constater, donc on est en train d'affaiblir le pouvoir de l'État du contrôle des flux économiques qui circulent sur le territoire. Et enfin, pour troisième conséquence, il ne faut pas négliger la conséquence sur des usagers avec les services publics. Du moment qu'il faut respecter le principe de la continuité des services publics et celui de l'égalité devant les services publics, ce qui nécessite de prévoir différentes modalités d'accès, surtout qu'au Maroc, nous sommes face à deux populations. La première qui est rurale, majoritairement vieille, on dirait qu'elle est pauvre un petit peu, qui nécessite toujours le contact direct avec l'administration. Alors une autre population qui est les jeunes, jeunes, cultivés, aisés, et qui nécessite toujours, ils demandent toujours un accroissement de la digitalisation. Et pour répondre à tout le monde, l'État trouve ça pénible du moment que ça va exploser encore la facture. Ça augmente la facture. Et à ce point, comme vous pouvez le constater, donc, la digitalisation du métier de la finance publique va entraîner déjà des coûts colossaux et réduit la recette. Donc il a un impact négatif sur la politique budgétaire de l'État, et qui dit un impact négatif sur la politique budgétaire de l'État, donc dit un impact négatif sur la poche des citoyens. Et pour finir, je voulais dire qu'un jour j'ai entendu dire que l'intelligence artificielle, c'est comme si on conduit une voiture et on peut changer les roues sans s'arrêter. Alors que moi je dirais, donc il faut arrêter, changer les roues et continuer la route doucement mais sûrement. Et merci de votre attention. Merci, M. Mohamed. Décidément, les intervenants ont tellement à dire qu'on est obligé de les couper. Donc, le prochain intervenant, c'est Madame Haja, sur l'intelligence territoriale descendante, cas d'agglomération d'entreprises au Maroc. Donc ma présentation va porter sur l'intelligence territoriale descendante, cas des agglomérations d'entreprises au Maroc. Bien sûr, ce travail est le fruit d'une collaboration avec M. Hal-Harash, enseignant-chercheur à l'EST de Oujda, et M. Helmidris, enseignant-chercheur à l'ESCG de Oujda. Donc, le plan de la communication, le cheminement de la communication est le suivant. Donc, tout d'abord, je vais commencer par le contexte et la problématique. Ensuite, je vais passer au concept d'intelligence économique et d'intelligence territoriale, intelligence territoriale descendante et phénomène d'agglomération des entreprises, l'expérience marocaine en matière d'intelligence territoriale top-down, et puis enfin la conclusion.
Et donc face à la mondialisation des échanges et à l'environnement concurrentiel en évolution rapide, le retour au territoire constitue un véritable levier de compétitivité. C'est d'ailleurs la raison d'être de la stratégie de localisation ou du Think Global Act Local, qui est définie comme une stratégie où la pénétration des marchés globaux est combinée à une forte intégration locale des entreprises. Donc ceci a été démontré, ou bien cette forte intégration locale des entreprises a été démontrée pendant les années 70 avec le phénomène d'agglomération des PME en Italie, plus précisément dans la région de la Troisième Italie. Donc cette configuration territoriale basée sur la proximité géographique et conjuguant la dynamique industrielle et la dynamique territoriale a pu résister à la crise des années 70 et a remis en cause le modèle de la grande entreprise. Donc depuis, plusieurs modèles de concentration géographique des entreprises ont vu le jour et reposent de plus en plus sur la production de la connaissance et du savoir pour s'insérer dans la nouvelle ère de l'économie de la connaissance. Bien sûr, cette mutation de l'économie basée sur la connaissance a fait d'information un nouveau paradigme de l'avantage compétitif. Et donc face à ce contexte, la pratique de l'intelligence économique trouve toute sa légitimité dans la mesure où elle agit sur l'information pour permettre la compétitivité de la nation, mais également celle du territoire, à travers la notion d'intelligence territoriale. Donc, suivant ce contexte, eh bien, à partir de ce contexte, on peut dire facilement que l'intelligence économique est un véritable outil de politique économique. Donc, ces contextes ont suscité notre intérêt pour deux questions. La première question, est-ce que l'agglomération des entreprises constitue un outil de l'intelligence économique territoriale? Et puis la deuxième question, dans quelle mesure la trajectoire descendante de l'intelligence territoriale assure l'attractivité du territoire? Ce contexte a donné une légitimité également à notre objectif, qui est de comprendre l'effet de l'intelligence territoriale descendante sur l'attractivité des territoires à travers le phénomène d'agglomération des entreprises. Donc, une définition d'intelligence économique, eh bien, il y a deux définitions. Une première définition, la toute première définition, elle revient au sociologue américain Harold Wilensky, qui a permis de lever l'amalgame en fait, entre l'intelligence économique et le renseignement économique, dans la mesure où l'intelligence économique se fait, l'accès à l'information se fait dans un contexte légal. Et l'expérience française, la prise de conscience de l'importance de l'intelligence économique en France a donné lieu au rapport de Martre, qui a défini l'intelligence économique comme un processus dans l'output et l'information utile à la prise de décision stratégique. Bien sûr, l'intelligence économique, les différentes définitions d'intelligence économique nous permettent de relever trois fonctions principales: la veille, la protection du patrimoine informationnel et le lobbying. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'on a déjà discuté de ça dans les différentes interventions. Maintenant, le concept d'intelligence territoriale, c'est un concept qui est nouveau, c'est un concept qui est à ses débuts et c'est un concept qui émerge en fait suite à l'intérêt donné au territoire. Donc il n'y a pas une unanimité concernant la définition de l'intelligence territoriale, mais Maud Pellissier a distingué deux trajectoires de l'intelligence territoriale et la définition des ponts de la trajectoire dans lequel l'IT s'inscrit. Si on se situe dans la trajectoire ascendante de l'intelligence territoriale, eh bien, cette pratique constituera un outil permettant aux acteurs territoriaux de travailler volontairement en réseau autour d'un projet permettant la révélation d'un territoire. Ici, le développement du territoire se fait de façon volontaire par une action citoyenne. Et si on se situe dans une approche descendante ou dans une approche top-down, l'intelligence territoriale constituera une déclinaison d'une politique d'intelligence économique sur le territoire et un outil de politique économique permettant l'attractivité de l'économie nationale à travers la compétitivité du territoire. Donc ici, le développement du territoire est impulsé par une volonté publique. Et je tiens à préciser que notre travail se positionne au niveau de l'approche descendante ou l'approche top-down de l'intelligence territoriale. Donc, l'objectif de la trajectoire descendante de l'intelligence territoriale peut se concrétiser à travers le regroupement géographique des entreprises qui a fait ses preuves, comme je l'ai précisé, pendant les années
70. Donc nous avons retenu 4 modèles, 4 formes d'agglomération des entreprises les plus répandues. Donc la première forme, c'est celle du district industriel. Donc le premier économiste à avoir évoqué cette notion est Alfred Marshall. Il a défini comme étant une organisation sur un territoire géographique donné de petites entreprises appartenant à la même industrie. Donc Marshall a retenu 3 aspects du district industriel: les industries complémentaires, les employés qualifiés et l'échange naturel de l'information et de la connaissance qui est facilité par ce qu'il a appelé de l'atmosphère industrielle. Et puis la redécouverte de la thèse marshallienne pendant les années 70-80 par les économistes italiens tels que Beccatini a mis le point sur l'aspect social du district, ou bien le sentiment d'appartenance qui est dû aux valeurs et aux cultures communément partagées. Donc cet héritage légué par Marshall à l'analyse économique a permis l'émergence de d'autres formes telles que le système productif localisé, les clusters et les modèles à l'école de compétitivité. Donc juste pour faire la différence, le cluster c'est un modèle américain d'agglomération d'entreprises et le code de compétitivité c'est un modèle français. En fait, les deux modèles sont similaires dans la mesure où ils mettent en réseau sur un territoire donné un ensemble d'acteurs, entreprises, centres de recherche, universités, associations, permettant la construction d'un écosystème générateur de forte valeur ajoutée et favorisant l'innovation, le transfert de connaissances et la visibilité nationale et internationale du territoire. En conclusion, madame. Oui. Eh ben, je passe rapidement à l'expérience marocaine. Donc, la prise de conscience de l'importance de l'intelligence économique et de l'intelligence territoriale a fait que le Maroc s'est engagé à travers le lancement de programmes visant la promotion de nouveaux secteurs stratégiques qui constituent les nouveaux métiers du Maroc pour lesquels des espaces ont été conçus. Par exemple, les espaces à l'instar des zones industrielles et des plateformes industrielles intégrées. Donc, par exemple, la déclinaison du plan, du programme Émergence a permis la création de la plateforme Casanir-Shore qui intervient au niveau du secteur offshoring, Midpark qui intervient au niveau du secteur aéronautique, la déclinaison de la politique du plan Maroc Vert a permis la création de 2 pôles, Agropole de Meknès et Berkane, qui interviennent au niveau du secteur agro-industrie. Le Maroc s'est engagé également à travers la promotion de clusters dans le cadre de l'initiative Maroc Innovation. Donc, le Maroc compte 13 clusters labellisés dans divers secteurs. Il y a déjà le cluster AgriNova, 2 clusters vont être labellisés, le cluster AgriNova Meknès et le secteur automobile qui va connaître la création de 2 clusters, l'un dans la plasturgie et l'autre dans la production de batteries. Des exemples de clusters labellisés, par exemple le cluster Maroc Numérique Cluster qui intervient sur le secteur des technologies d'information et de communication. Au niveau du textile, nous avons le cluster Maroc Denim Cluster, cluster des textiles techniques marocains, cluster textile de maison Casablanca. Au niveau artisanal, par exemple, nous avons le Marrakech Creative Intérieur Cluster. Et juste une précision, l'intelligence économique au Maroc a connu sa genèse au début des années 1990 et s'est manifestée à travers le développement des premiers think tanks en intelligence économique, mais également à travers l'instauration de la veille au niveau des entreprises élites. Au niveau de l'année 2006 a connu la création de l'association marocaine d'intelligence économique, les tenues des premières assises africaines d'intelligence économique en 2016. Donc, ce sont des exemples de l'expérience d'intelligence économique au Maroc. Bien sûr, il faut préciser que le Maroc ne dispose pas d'une politique nationale d'intelligence économique, encore moins d'une politique territoriale d'intelligence économique. Bien entendu, les vertus de l'intelligence territoriale sur la compétitivité peuvent se manifester à travers une stratégie, enfin l'intelligence territoriale peut constituer une stratégie qui va permettre aux acteurs du territoire de suivre leur trajectoire de développement et de renforcer la position concurrentielle de leur territoire. Également, elle peut ancrer, enfin c'est une pratique qui va permettre d'ancrer la pratique d'intelligence économique auprès des PME qui sont une minorité à se l'approprier.
Et la conclusion, la promotion de la politique de cluster destinée à accroître la compétitivité des régions marocaines rencontre certaines entraves, telles que la faible relation entre l'entreprise et l'université et la faible valorisation de la recherche et développement. Également, cette politique qui cherchait la compétitivité des territoires, on va dire, a échoué ou n'a pas été assez efficace, dans la mesure où les disparités inter- et intra-régionales sont encore criantes, avec plus de la moitié du PIB, 58,3% du PIB a été réalisé par 3 régions sur 12. Nous avons également l'indicateur de dispersion du PIB par habitant qui montre une distribution inégalitaire à l'échelle du territoire, creusant ainsi les écarts de développement entre les territoires. Donc l'efficacité d'une telle politique d'intelligence territoriale descendante repose sur l'amélioration de ces contraintes déjà citées pour instaurer un environnement propice à l'innovation et au transfert des connaissances. Merci de votre attention. Merci. Alors là, je vais passer la parole à Madame Youbi Karima, qui va nous parler de l'intelligence économique, dispositif de gouvernance territoriale. 2 points. Cadre du système national d'innovation en Algérie. Madame, vous avez 10 minutes, pas plus. 10. Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullah. Je suis Mademoiselle Youri, étudiante doctorante de management et numérique à l'Université Alger 3, faculté des sciences économiques, sciences de gestion et sciences commerciales. Notre contribution sera sous titre de l'intelligence économique, dispositif de la gouvernance territoriale, cadre du système national d'innovation en Algérie. Dans cette communication, on commence par une introduction, puis question de recherche et d'hypothèse, le revue de la littérature, méthodologie de recherche utilisée, les résultats et discussions, et on va terminer par une conclusion. Dans un contexte de mondialisation, les acteurs dans leur territoire se trouvent confrontés à de nouvelles menaces et opportunités dont la maîtrise dépend de la production de connaissances et du savoir. Cela nécessite une création de synergie et de partage de ressources, des décisions, ainsi de suite, d'où l'intérêt de l'intelligence territoriale. En Algérie, dans le cadre de sa stratégie d'innovation, le ministère de l'Industrie et des Mines s'est engagé depuis 2017 dans le cadre de ce programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association avec l'Union européenne P3A à renforcer le système national d'innovation et de contribuer au développement de sa bonne gouvernance. Pour ce faire, 2 orientations majeures ont été faites dans ce cadre, à savoir la définition d'un système d'information intégré et l'élaboration d'un écosystème de réseau d'appui au PMO pour développer les activités liées à la promotion et la valorisation de la recherche et de l'innovation. Donc, notre étude propose d'analyser ces pratiques de ces 2 orientations que nous considérons comme étant des orientations en faveur de l'émergence de dispositifs d'intelligence territoriale. La question de recherche, c'est les orientations de programmes ou bien de projets P3A favorisent-elles l'émergence de dispositifs d'intelligence territoriale? L'hypothèse principale, c'est que les dispositifs d'intelligence territoriale constituent le cadre incontournable pour aborder les différentes problématiques territoriales liées à la protection et l'échange des connaissances et du savoir entre les différents acteurs. À la base de notre revue de la littérature, nous représente l'apport de l'intelligence économique pour la gouvernance des territoires. Mais au-delà de territoire, la notion de la territorialité. La territorialité fait l'objet d'un apprentissage en tant que forme de connaissance dans le contexte d'un modèle de référence et de processus d'aide à la construction de cette connaissance. De ce fait, la territorialité peut être vue sous l'angle de 3 dimensions. La dimension physique, cognitive, normative et symbolique. Les 3 dimensions formant l'essence de la territorialité. L'interaction de ces 3 dimensions
dans l'interaction de ces trois dimensions que les acteurs transforment l'espace en territoire. Donc, favoriser la territorialité implique la bonne gouvernance du territoire. Donc, quelle gouvernance pour la territorialité et quel dispositif? Bon, pour ne pas tarder, on va passer direct de dire que la gouvernance de territoire doit être perçue comme un processus dynamique de coordination entre des acteurs publics et privés, aux identités multiples et aux ressources. Donc, l'intérêt porté dans cette communication, c'était l'intelligence territoriale, mais tout d'abord, bon, on ne va pas donner la définition de cette intelligence territoriale, c'est ça. On peut dire, pour ne pas tarder, que l'intelligence territoriale définit un mode de gouvernance participative aide la gouvernance de territoire à mieux comprendre et à valoriser le territoire et à réfléchir à l'avenir du territoire, à identifier de nouveaux projets créateurs d'emplois, de recherche et d'activité. Aussi, l'intelligence territoriale, c'est un outil de compréhension et de valorisation des interactions des acteurs territoriaux. Et dans le plan opérationnel, la mise en place de l'intelligence territoriale doit permettre d'accompagner les décideurs territoriaux et les responsables des projets dans leur prise de décision et de leur fournir des portées d'informations sectorielles et des analyses sur les mutations à venir. Notre recherche s'insère dans cette perspective et se propose de montrer l'intérêt de ces dispositifs d'intelligence territoriale pour la gouvernance de territoire à travers l'étude du système national d'innovation. Nous avons retenu une méthodologie qualitative d'études de cas qui constitue à conduire des entretiens semi-directs au sein des structures impliquées dans le projet P3A. Dans le projet P3A qui a recommandé le système d'information intégré et sur l'écosystème des réseaux d'appui au PME. Pour cela, notre enquête s'est accentuée autour de 3 directions au niveau du ministère de l'Industrie, la direction de développement technologique, la direction de la PME et la direction de la veille stratégique et système d'information et plusieurs autres structures régionales et nationales qui consistent à analyser et repérer les actions menées, les acteurs impliqués et les outils et les méthodes déployées pour en tirer des renseignements en faveur d'une démarche d'intelligence territoriale. Les résultats, nous commençons par les repères. Dans les résultats, là, le résultat de la discussion, nous commençons par quelques repères de la promotion de l'innovation en Algérie pour voir quel dispositif d'intelligence territoriale pour le système national d'innovation. D'abord, on commence par l'espace politique créé, a souvent été formé dans le cadre de ces programmes s'adressant aux PME qui avaient pour objectif d'assurer l'emploi plus que de promouvoir l'innovation. Ainsi, les outils politiques et mesures de soutien à l'innovation sont assez mal connus des entreprises. Dans cette optique, le système national d'innovation intègre le système national de recherche et l'ensemble des systèmes des 3 grands secteurs de l'industrie, l'agriculture et les services, aussi le système territorial de l'innovation, pour le but d'assurer une dynamique réseau entre les différentes parties prenantes.
Notre enquête auprès des Stricter City vise à avoir une vision claire et précise sur l'apport des dispositifs entrepris dans le cadre du système national d'innovation, quant à l'émergence de la pratique d'intelligence territoriale, notamment dans le cadre du programme de P3A, qui recommande 2 orientations majeures qu'on a citées déjà. Et le tableau suivant résume l'ensemble des dispositifs qui en accentuent sur tout ce qui est de la recherche et de l'information et sur tout ce qui est de l'industrie. Par exemple, vous trouvez là, dans le côté de la recherche et l'information, vous trouvez par exemple plusieurs agences qui ont été conçues selon des thématiques différentes. Par exemple, vous trouvez le PRA, Projet de recherche et information universitaire, vous trouvez aussi la PNP, ainsi de suite. Et d'autre côté de l'industrie, vous trouvez qu'ils ont instauré 24 centres d'appui à la technologie. Donc, vous trouvez dans ce tableau des exemples dans ce sens. Vous avez une conclusion, s'il vous plaît? Bon, je passe directement. Je dis juste une remarque que c'est les efforts qui ont été fournis jusqu'à ce jour-là, même bien avant ce programme de P3A, sont orientés vers les 2 pôles de recherche et information et de l'industrie, mais malheureusement avec une absence d'alignement au vrai sens du mot entre les 2 pôles. Dans cette figure, on regarde de divers mesures que nous avons pu dresser cette cartographie du réseau d'acteurs qui sera mise en œuvre pour promouvoir un système d'innovation nationale et pour ressortir des activités en faveur de l'intelligence territoriale. Vous trouvez par exemple à droite les dispositifs d'appui qui ont été introduits, ça veut dire tout ce qui est structure. Leur objectif principal, c'est la mise en réseau. Vous trouvez aussi là, au centre, les organismes qui favorisent tout ce qui est recherche et information, tout ce qui est de l'industrie. Et dans le processus là-dessus, vous trouvez l'entreprise qui va innover à gauche. Et d'autre côté, vous trouvez la recherche, les pôles de recherche et information, ça veut dire tout ce qui est université, tout ce qui est laboratoire, ainsi de suite. Qui seront impliqués dans tout ce processus. Et donc, les pôles de recherche et information, plus les entreprises innovantes doivent entretenir des relations, des interactions, qu'elles peuvent se manifester via une structure intermédiaire, les pôles de compétitivité et de technopôles. Dans cette interaction, il y aura un système de veille et de gestion des connaissances qui sera dans ce domaine. Et vous trouvez là-dessus les instruments qui sont mis en œuvre dans le cadre du programme de P3A et qui sont, ils ne sont pas encore opérationnels jusqu'à présent, mais il y a tout un travail là-dessus. Ils ont instauré les crédits impôts de recherche, ils vont introduire le statut doctorant en entreprise et le statut chercheur en entreprise. Tout ça, c'est des instruments pour mettre des réseaux d'acteurs. Merci Madame Youbi pour cette présentation. Je suis obligée de vous couper carrément. Je vais demander à... Merci pour votre attention. à Madame Lassène et Lamraoui qui va faire une présentation sur le rôle de l'intelligence économique territoriale dans l'implémentation de la bonne gouvernance dans l'administration territoriale locale marocaine. Merci Madame la Présidente. Je m'appelle Lassène Lamraoui, doctorant en sciences de gestion à la faculté de STAC. Je suis très heureux d'être parmi vous ici pour présenter cette communication qui s'intitule « Le rôle de l'intelligence économique territoriale dans l'implémentation de la bonne gouvernance dans l'administration territoriale locale marocaine ». Avant de vous étaler le plan de cette communication, je tiens tout d'abord, dans un premier temps, à remercier l'ensemble des présents parmi nous, ainsi que l'équipe d'organisation de ce colloque et cette thématique ayant l'objectif
d'enrichir le débat sur les spécificités de la pratique de l'intelligence économique en Afrique. Et certainement, ce type d'atelier permettra de développer de nouveaux outils afin de ramener une meilleure performance à l'image d'une modernisation d'un Maroc au mouvement. Notre plan d'intervention s'intéresse dans un premier temps au contexte de cette thématique en mettant en place l'initiative qui a poussé à traiter ce sujet, aussi le cadre référentiel dont il évolue, afin de circonscrire l'intérêt de l'intelligence territoriale comme étant une nouvelle mouvance permettant d'instaurer un développement durable et une proximité de citoyens. Dans un second temps, nous parlerons de notre problématique. Ensuite, on va présenter les différents concepts clés dans notre thématique. Et avant le dernier pas, on traitera les résultats escomptés suite au traitement de cette thématique au contexte marocain et éventuellement les conclusions et recommandations pour réussir ce challenge de la bonne gouvernance au niveau de l'administration territoriale locale. Donc le cadre de référence de l'intelligence territoriale en tant que modèle innovant d'implémentation de la bonne gouvernance dans l'administration territoriale. On part de 5 éléments clés. D'abord, la notion de l'intelligence économique qui s'inscrit dans le cadre du nouveau management public. Ce concept qui a été forgé en 1991 par le politologue anglais Christopher Wood et qui vise à transposer les méthodes du secteur privé dans le secteur public. En second lieu, on parle de la régionalisation avancée et aussi de la loi organique qui ont donné une nouvelle architecture à l'administration territoriale, avec de nouvelles missions bien sûr, et ça partit de ces éléments qu'il a été nécessaire d'apporter de nouveaux outils tels que l'intelligence territoriale pour accompagner ce projet de société afin de le réussir. Le point de départ, bien sûr, a été les dysfonctionnements relevés dans l'administration publique, et en particulier l'administration territoriale, en liaison, si vous voulez, avec la gouvernance et la qualité de prestation des services. On fait appel au discours d'ouverture de la première session de l'actuelle législature du 14 octobre 2016 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI de la CIS. Et la consécration de ce mode de management au sein des administrations publiques a été accentuée, si vous voulez, lors du discours du souverain adressé à la nation à l'occasion de la fête de Trône le 29 juillet 2017, qui a incité les responsables de l'administration publique et plus particulièrement les responsables de l'administration territoriale à adopter les méthodes actives et les objectifs ambitieux des cadres du secteur privé pour mieux répondre aux attentes des citoyens. Ces 3 éléments de base ajoutés à la Constitution dont a parlé mon collègue tout à l'heure, de 2011, qui a instauré l'état de droit et qui a placé la bonne gouvernance, la transparence et aussi le droit à l'information au centre de ses préoccupations. Aussi, la consécration d'un état d'esprit basé sur la satisfaction du citoyen par la recherche de la performance, notamment en termes d'efficacité et d'efficience. La problématique, en ce qui concerne la problématique soulevée dans cette communication, c'est dans quelle mesure l'implémentation de l'intelligence territoriale permet d'asseoir une bonne gouvernance dans l'administration territoriale du Maroc. Donc la bonne question que nous nous posons est comment relier entre l'intelligence territoriale, l'efficience et la performance de la chose publique afin d'asseoir une gouvernance territoriale responsable et citoyenne pour mieux satisfaire les besoins des citoyens. Donc les 3 piliers de notre thématique, l'intelligence territoriale, la bonne gouvernance et l'administration territoriale. Je ne vais pas tarder sur les définitions et l'évolution de l'intelligence économique pour essayer de respecter le temps. Je vais passer directement. Donc, concernant la bonne gouvernance a été accentuée dans la Constitution de 2011. Elle est basée sur le principe d'égalité dans l'accès
des citoyens au service public, la continuité et la qualité du service, la consécration des valeurs de la démocratie, la transparence, la réédition des comptes, la responsabilité des agents territoriaux, la primauté de la loi, ainsi que la participation citoyenne et l'efficacité managériale. Pourquoi le choix de l'administration territoriale? Donc, vu ses missions et sa place de l'administration générale du pays, et aussi sa spécificité en tant que support de toutes les autres administrations, il est considéré comme le principal vecteur de toute l'action de l'État et le pivot central autour duquel gravite l'intervention des autres services de l'État, et c'est des collectivités et parfois des particuliers. Je vais passer sur l'intelligence économique. Concernant l'intelligence économique en contexte marocain, d'un point de vue historique, l'intelligence économique, ou plus précisément la veille, a fait son apparition au Maroc dans les années 90. En effet, la prise de conscience de l'importance des pratiques de l'intelligence économique par le Maroc a donné lieu à la création d'un certain nombre d'instances et d'institutions dont l'objectif principal est le traitement et la diffusion de l'information stratégique au profit du tissu économique marocain. Dans cette vision, l'organisation des rencontres et colloques, et dont fait partie bien sûr le présent colloque traitant cette thématique, est une étape primordiale pour prendre conscience de l'importance de cette pratique par l'ensemble des acteurs économiques nationaux. Parmi les institutions marocaines de l'intelligence économique, l'Institut marocain d'information scientifique et technique (IMIS), le Centre national pour la recherche scientifique, le Centre marocain de la promotion des exportations, et ainsi qu'une association qui s'appelle l'Association marocaine d'intelligence économique, qui est créée en 2006. Plusieurs enjeux sont derrière la mise en place d'une démarche d'intelligence territoriale dans les administrations. La réalisation des objectifs des projets en vue de créer de l'emploi et de la richesse, le développement de la connaissance du territoire pour mieux maîtriser ses ressources, l'anticipation des menaces issues des mutations économiques, l'amélioration de l'attractivité des territoires, l'animation des réseaux et l'amélioration du contrôle des infrastructures, ainsi le développement d'activités économiques autour de certaines activités considérées comme stratégiques pour ce territoire. Donc, comme le montre la figure suivante, l'intelligence territoriale, qui s'inscrit dans une démarche de sécurité et de défense économique, demande une implication collective d'un ensemble d'acteurs et des parties prenantes, ainsi qu'une variété d'acteurs sont invités à participer à la construction d'un modèle d'intelligence territoriale, allant des ministères, administrations, universités, jusqu'aux services de renseignement et centres de recherche. Les résultats escomptés à travers cette thématique sont à 3 niveaux. D'abord, aller vers la notion du territoire à travers un management territorial, tout mettant en place les ressources financières et organisationnelles pour créer un fondement de territoire et maîtriser l'information stratégique. À partir de là, on peut créer une marque, ce qu'on appelle la marque du territoire, et qui englobe non seulement le caractère managérial, mais plutôt les spécificités de chaque localité. C'est l'intégration de la dimension identitaire dans l'organisation, l'orientation stratégique plutôt, de développement à travers des projets locaux et aussi l'optimisation de la décision stratégique. Et au 3e niveau, animer les valeurs de l'ensemble des parties prenantes dont on a parlé à travers la notion d'action dans la productivité humaine et l'efficience de l'administration territoriale locale, et pour y mobiliser une intelligence collective. En effet, pour asseoir une bonne gouvernance locale à la base de l'intelligence territoriale, les administrations territoriales locales, vu leur spécificité comme avancé auparavant, dans la mesure où elles disposent d'atouts très importants, leur présence constante et continue et organisée sur le territoire, ce qui leur permet d'être en contact permanent et étroit avec le citoyen
les citoyens sont appelés au renforcement des capacités d'acteurs locaux et régionaux en vue de forger les bases d'une expertise territoriale, favoriser un comportement de partage d'informations entre acteurs, s'orienter vers la création des réseaux informationnels permettant le recoupement de l'information, la construction de systèmes d'information territoriaux efficaces qui facilitent l'expertise, la gestion et le développement du territoire, l'acquisition de nouveaux métiers également à l'échelle du territoire, ainsi aussi le développement de la perspective est fondamental afin de décrypter l'avenir et d'atténuer le poids des incertitudes endogènes. Et merci pour votre aimable attention. Alors, je vais passer la parole à Madame Safaï, qui va nous parler de l'intelligence territoriale au service du territoire marocain, cas de la région RSK. Donc, bonjour à vous tous, je vous remercie pour la qualité de l'organisation et la qualité des présentations présentées auparavant par l'ensemble des professionnels et des chercheurs lors du colloque. Je remercie aussi M. Dappel et M. Letta pour les efforts fournis pour l'organisation de cet événement. Donc la communication que je souhaite aujourd'hui partager avec vous s'intitule « L'intelligence territoriale au service du territoire marocain ». Donc le cas étudié sera le cas de la région Rabat Salé-Knetra. Donc le but de cette communication est bien évidemment de mettre l'accent sur le rôle et stratégie des acteurs territoriaux au sein du territoire marocain, et ce bien sûr dans le cadre d'un dispositif territorial intelligent. Donc premièrement, nous visons à clarifier le concept d'intelligence territoriale et du territoire. Donc pour l'intelligence territoriale, il s'agit en effet d'une déclinaison de principes d'intelligence économique au niveau d'un certain territoire. Cette définition en effet n'est pas unanimement partagée par la communauté des chercheurs et praticiens. Et donc ici on a une définition selon Moignet qui dit que un dispositif d'intelligence territoriale est idéalement un dispositif de coordination intentionnelle générateur de connaissances. Il doit donc mesurer la maîtrise des composantes d'intelligence économique, à savoir la veille stratégique, la sécurité économique, le knowledge management, etc. En fait, nous visons à répondre à la question suivante. Quelles sont les mesures à adopter afin de mettre en place un dispositif d'intelligence économique territoire adéquat au contexte marocain et permettant d'atteindre le développement du territoire? Donc notre plan s'articule autour de 4 points, à savoir le concept d'intelligence économique territoriale, le cadre méthodologique d'analyse. Nous avons choisi un cadre basé sur les apports du New Public Management afin d'intégrer l'administration publique au sein de la gestion du territoire. Et finalement, nous allons présenter le cas étudié de la région Rabat Salé-Knetra. En fait, l'intelligence économique, elle est vue en tant qu'un concept illustrant une approche de développement des territoires fondée sur une approche scientifique, systémique et pluridisciplinaire. Donc il s'agit ici d'une vision nouvelle du territoire qui le voit en 2 sous-ensembles, à savoir un espace géographique et une communauté territoriale. Donc, ce concept, il traduit l'évolution d'un certain territoire en passant de l'espace géographique, à savoir la définition classique du territoire, en passant vers la communauté territoriale. Donc, ce concept n'est plus considéré ici comme un cadre naturel, comme le stipule la citation de Jean-Claude Thomas. Donc ce n'est plus un cadre naturel, plus ou moins contraignant, doté d'un patrimoine historique plus ou moins enrichissant, mais en fait il s'agit d'une construction des acteurs. C'est l'ensemble des acteurs territoriaux qui vont coordonner et coopérer au sein d'un certain territoire afin de le définir et de lui donner une certaine image. Donc ici, l'intelligence territoriale représente un concept à double appropriation.
Selon notre revue de littérature et selon l'étude de Maud Pellissier, donc l'approche d'intelligence territoriale est subdivisée en deux visions. Donc une vision ascendante et une autre descendante. La première logique descendante est une logique institutionnelle qui met la nation ou bien l'acteur au centre du développement territorial, alors que pour l'approche ascendante, qui est une logique académique, elle met le territoire au sein et plutôt au cœur du développement territorial. Donc ici, nous allons décortiquer les deux approches plus en détail. Donc pour l'approche ascendante, c'est une approche émergée dans le champ académique, mêlant les travaux de recherche issus de l'économie, de la géographie, des techniques d'information et de communication et de knowledge management. En fait, ici, on met le développement durable et le territoire au cœur de notre approche et on prend en compte l'ensemble des objectifs économiques, sociaux, environnementaux et culturels du territoire. Alors que pour l'approche ascendante, en fait, on définit l'intelligence territoriale en tant qu'un ensemble d'actions d'intelligence économique conduites de manière coordonnée par les acteurs publics et privés dans un certain territoire afin de renforcer la performance économique et donc d'atteindre un but du business, c'est-à-dire un but purement financier. En fait, nous avons vu la définition concernant les chercheurs. Par contre, nous avons retrouvé à travers notre revue de littérature d'autres définitions données par des praticiens, à savoir la KNT ou bien le ministère d'Urbanisation et d'Aménagement territorial. En fait, les définitions, comme vous voyez, elles sont plus ou moins différentes par rapport aux objectifs de l'organisme et aux visions fixées auparavant. Donc pour le ministère d'Urbanisation et d'Aménagement territorial, il définit l'intelligence territoriale en tant qu'un élément constituant une des approches innovantes permettant d'apporter aux décideurs publics les informations stratégiques et utiles au développement territorial. Donc sur ce point, on intègre aussi l'intelligence économique sur le point informationnel et le point de traitement et diffusion d'informations. L'élément qui est au cœur de l'intelligence territoire, en plus de l'acteur, on retrouve le territoire, qui est défini par plusieurs chercheurs et praticiens de différentes manières. Nous avons retenu la définition suivante. Donc le territoire, il doit être cohérent et construit par la formation de sa propre identité, donc son image. C'est le point marketing du territoire, lui permettant d'avoir une certaine attractivité par rapport aux autres territoires. Il doit avoir une certaine dynamique, une autonomie sur le point financier, surtout sur le point financier, lui permettant d'avoir des investissements, des projets propres à lui et lui permettant son développement, et une auto-organisation. Donc, au final, on peut dire que l'évolution du territoire, elle dépend principalement des échanges entre les acteurs et au sein du territoire qui est considéré en tant qu'un système et ne peut pas évoluer d'une manière fermée. Donc il faut adopter l'ensemble des pratiques d'intelligence économique, être ouvert sur les autres territoires et recueillir les informations, avoir un certain système de veille et finalement avoir une influence. En fait, nous avons choisi en tant que cadre théorique les pratiques du nouveau public management. Donc le New Public Management, il consiste dans le fait d'adopter les pratiques entrepreneuriales d'intelligence économique et les calquer sur le secteur public, tout en prenant en compte la nature et l'ensemble des caractéristiques de ce secteur. Donc ici, on a retrouvé une définition d'Amar et Berthier qui stipule que le NPM pousse l'État à s'interroger sur son rôle et ses missions, celles qu'il doit assurer, celles qu'il peut déléguer ou confier à des agences ou des entreprises privées et celles qu'il peut organiser en partenariat avec le secteur privé. En fait, nous avons retrouvé
à travers notre revue de littérature 2 niveaux distincts du NPL. Nous avons un premier niveau qui définit la désagrégation, la concurrence et l'incitation. La désagrégation par le biais de l'agencification, du découplage des systèmes politiques et de l'amélioration de la mesure des performances. La concurrence en ce qui concerne la sous-traitance, la dérégulation et la libéralisation du marché des produits. Et finalement, l'incitation par le biais de la privatisation du capital, les partenariats publics-privés et la rémunération aux performances. Ensuite, un deuxième niveau qui consiste en l'application de ces principes économiques et managériaux propres au secteur public, à savoir la mise en place de l'ensemble des éléments du premier niveau et les adapter et les appliquer sur l'administration et le secteur public. Ensuite, nous allons passer directement au cas du dispositif intelligent de la région. De la région Rabat-Salek-Netran. En fait, il s'agit de la 4e région par rapport au dernier découpage administratif de 2015. C'est une région qui participe à environ 20% du PIB marocain et pour laquelle un programme de développement territorial intelligent a démarré vers la fin de l'année 2017. En fait, l'objectif de ce programme est la promotion des activités économiques, la réduction des disparités entre les villes et les centres ruraux de la région, la mise en place d'un fonds de garantie pour garantir la survie des PME et TPE, l'encouragement de la filière recherche et développement et le renforcement de partenariats. Donc, parmi les variables qui assurent la réussite de ce dispositif, nous avons la variable de communication, de participation, de confiance et de coordination. Donc l'ensemble au sein de cette région, le moyen de participation et de coopération entre l'ensemble des acteurs territoriaux est celui de partenariat au sein de la région. Donc ici nous avons un ensemble de partenariats qui ont été cités lors du bilan d'avril 2019. Qui consiste en des accords de coopération avec plusieurs pays, avec des pays d'Europe, une coopération arabo-africaine et autres concernant les zones urbaines et rurales. En fait, le point qui rencontre un problème par rapport à la région de Rabat-Salek-Netran, c'est en fait l'information et la communication. Il y a des lacunes par rapport à la stratégie de communication de la région, donc il faut adopter une stratégie de communication et de diffusion d'informations efficiente et adéquate au pouvoir public et à l'administration publique et à l'ensemble de la région Rabat-Salek-Netran. Et nous avons relevé 2 types de circulation, à savoir la circulation officielle et des autres officieuses. Les circulations officielles, c'est pour les rapports et les bilans de l'ensemble des faits de la région. Donc pour conclure, la région de Rabat-Salek-Netran est dotée de plusieurs atouts, tels son emplacement géographique, son potentiel important, humain, social, culturel et naturel. Elle doit mettre en place l'ensemble des stratégies politiques, économiques et managériales propres à la région pour la gestion de son territoire, lui permettant d'atteindre la réussite du développement régional en encourageant les partenariats publics-privés, la privatisation du capital, l'amélioration des mesures de performance et la mise en œuvre des pratiques de marketing territorial afin d'améliorer l'attractivité de son territoire. Merci pour votre attention. Merci Madame Safaï pour sa présentation. Nous allons terminer avec Madame Soukaina sur le thème intérêt de la production des indicateurs d'intelligence économique territoriale. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je me présente, Soukaina Kajout. Je suis doctorante auprès du laboratoire universitaire de recherche en instrumentation de gestion et des organisations, encadrée par monsieur le professeur Abdelwahid Barrechi, professeur d'enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales et directeur du dit labo. En fait, je suis ravie d'être parmi vous
et d'être présente dans le cadre de cet atelier dédié à l'intelligence territoriale. Il faut préciser que la recherche autour des aspects moteurs de l'intelligence territoriale est une occasion de débattre dans la pluridisciplinarité des problématiques complexes du territoire. Donc, partons de ce constat et afin de mettre un éclairage sur cette nouvelle pratique, notre communication qui porte sur l'intérêt des indicateurs dans une approche d'intelligence territoriale, il propose de mettre l'accent d'une part sur ce processus d'intelligence territoriale à travers notamment ses composantes et ses outils ainsi que ses étapes, et d'autre part de découvrir de façon spécifique et de montrer le lien entre les indicateurs qui peuvent être utilisés dans ce processus et leur implication sur la mise en œuvre effective de ce même processus. Donc, pour vous fournir plus de précision et afin de mettre en évidence notre contribution, donc nous proposons d'organiser cette présentation en quelques points jugés essentiels. Nous allons dans un premier lieu définir les concepts qui forment cette recherche, à savoir l'intelligence territoriale et les indicateurs. Et par la suite, nous nous attachons de mettre le concept d'indicateur en relation avec le territoire pour passer par la suite à mettre l'accent sur son rôle dans la mise en application opérationnelle d'intelligence territoriale. Et à la fin, nous allons nous concentrer à l'usage ainsi que l'applicabilité dans le contexte territorial marocain pour discuter par la suite les enjeux ainsi que les défis qui peuvent être présents en matière de la concrétisation d'un système d'indicateurs territoriaux qui est cohérent. Donc avant d'essayer d'entrer dans le détail de la recherche, je pense qu'il est utile de décrire le contexte ou bien le cadre d'émergence d'intelligence territoriale. Comme vous savez tous, dans le contexte actuel, qui est bien sûr caractérisé par des changements multiples, la recherche et la diffusion d'informations stratégiques devient une nécessité pour une meilleure prise de décision, que ce soit pour les entreprises comme pour les territoires. Donc le nouvel enjeu n'est pas seulement d'accéder ou bien à l'information, mais de pouvoir combiner et sélectionner les informations qui sont pertinentes pour prendre les bonnes décisions dans un environnement qui est en perpétuelle mutation. Donc dans ce cadre, l'intelligence territoriale, il est désormais essentiel comme une approche répondant à ces nouveaux défis informationnels. Il permet donc d'apporter des méthodes, outils et pratiques particulièrement utiles pour le développement d'un territoire et l'amélioration de son attractivité. Et c'est la raison pour laquelle notre contribution y porte sur l'intérêt de ces indicateurs comme des outils de mesure dans la démarche d'intelligence territoriale, dans l'optique où il apporte plus d'efficacité et plus de précision, et ils permettent de légitimer plutôt les décisions au niveau local. Donc, sachant qu'ils sont des outils de mesure, comme je viens de dire, pour l'analyse, la planification et l'évaluation et le suivi des stratégies de développement, à quel point l'usage des indicateurs va-t-il jusqu'à constituer une composante à part entière du processus d'intelligence territoriale? En fait, cette question peut être reformulée de la façon suivante. On peut dire, c'est dans quelle mesure les indicateurs permettent-ils une bonne visualisation du territoire ou bien des composantes territoriales pour réussir le processus d'intelligence territoriale? Et on peut ajouter aussi quelles sont les mesures à prendre pour mettre en place un système d'indicateurs qui est cohérent et qui est solide. Donc, pour répondre à ces questions, nous allons suivre l'enchaînement que j'ai déjà présenté, je l'ai mentionné au début, et nous commençons tout de suite par la notion du territoire.
L'intérêt de cette notion par rapport à notre problématique, il consiste dans la délimitation de l'espace approprié par les... dans l'application, c'est un espace plutôt approprié pour l'application d'intelligence territoriale. Et qui, comment dirais-je, approprié par, c'est-à-dire par l'ensemble des acteurs qui vont être des acteurs dans ce même processus d'intelligence territoriale. Donc actuellement le territoire, il est plus orienté dans une logique de complexité. Donc en tant que système complexe, le territoire, il se définit par rapport à son environnement. Il est ouvert, nourri par les échanges, par les relations, emboîté dans un ensemble des autres espaces, des espaces qui influencent, mais qui l'influencent réciproquement. Donc on peut dire que le territoire est un champ d'application de l'intelligence qui renvoie à l'implication croissance des acteurs et leur capacité à se mobiliser, à se prendre en charge. Donc pour avancer, on peut définir l'intelligence territoriale, peut définir comme suit, comme un ensemble des connaissances pluridisciplinaires qui améliorent la compréhension de la structure, la dynamique des territoires. Il mobilise à ce fait les technologies d'information et de communication pour aider les acteurs territoriaux à projeter, définir, animer et à évaluer les politiques des actions de développement territorial. Donc, cette définition avancée par Jean-Jacques Girardot, qui est un économiste et un coordinateur auprès du LENTI, European Network for Territorial Intelligence. En fait, c'était l'un des premiers économistes qui ont proposé de donner une définition pour l'intelligence territoriale qui est plus basée sur la connaissance, ainsi que il est plus basé sur la connaissance et il donne plus d'importance aux références fondamentales du développement durable. Donc cette définition, on remarque dans cette définition le rapport entre l'action et la connaissance. Autrement dit, pour agir, le territoire il doit disposer des informations et des connaissances. Et cette maîtrise de ces connaissances, il permet de garantir, de mettre en place des politiques appropriées, ainsi que par la suite permettre d'aménager et de développer ce territoire. Dans le cadre de notre communication, nous utilisons le concept d'intelligence territoriale dans deux acceptions. La première est dans le sens de faire en sorte que le territoire il dispose d'une intelligence lui permettant d'abord d'élaborer plutôt des stratégies et de formuler des politiques et d'entreprendre des actions. Et la deuxième acception, il signifie plutôt la lisibilité, la visibilité et l'intelligibilité du territoire. En effet, l'ouverture à des données territoriales et la mise en place d'observateurs territoriaux, ils participent à cette dimension d'intelligence territoriale. Comme vous savez, toute démarche de prise de décision, il suppose l'existence d'un système de... Je dois suivre l'enchaînement pour que vous puissiez... En fait, l'évolution de la méthode de la production des indicateurs, il conduit à une prise de conscience à la nécessité de produire à la fois des indicateurs globaux et des indicateurs locaux. C'est vrai les fonctions se diffèrent, mais ils sont complémentaires. Donc tous les deux, ils sont nécessaires dans le processus de l'intelligence territoriale. Donc pour les premiers, il s'agit d'alimenter les études comparatives sur le développement des territoires à un niveau plutôt général, et le second, ils sont indispensables pour appuyer
la prise de décision dans une perspective de gestion des territoires à un niveau décentralisé. Donc, autrement dit, les indicateurs, ils servent à identifier et à mettre en évidence les dimensions et les états de développement d'un territoire dans une dimension, bien dans une approche durable, à savoir la recherche d'un équilibre entre les composantes sociales, économiques, environnementales, sur la base d'une vision à long terme. Donc, comme déjà évoqué, le processus d'intelligence territoriale, il doit permettre aux acteurs d'appréhender la complexité du système. Les indicateurs, ils aident les acteurs territoriaux, dans le processus décisionnel, à enrichir leur représentation du système territorial. Et dans ce sens, ils relèvent de logiques différentes. Soit en décrivant l'état, on est plutôt dans un processus de diagnostic, soit l'impact des politiques de développement, on parle plus d'évaluation, soit les évolutions possibles du système, et dans ce cas-là, on est plus dans une logique prospective. Donc, pour mieux comprendre le rôle des indicateurs, nous passons au processus d'une démarche d'intelligence territoriale. Là, on passe au processus d'intelligence territoriale dans une approche de développement et d'attractivité. Ce processus, il comporte 5 points, ou bien 5 étapes articulées de façon logique et chronologique. La première étape est dite préparatoire, suivie par une étape relative à l'état des lieux et l'analyse diagnostique. Puis arrive celle de formulation de la vision et les orientations stratégiques. Et ensuite, l'étape de validation qui est suivie de celle d'évaluation et un cycle de suivi. Donc, par ailleurs, d'autres... Une minute, madame. Une minute. Donc, je vais essayer d'aborder l'usage, le point d'usage des indicateurs dans le contexte marocain. En fait, dans le contexte marocain, les indicateurs ils sont utilisés, jusqu'à présent, ont montré leurs limites, c'est-à-dire notamment en termes d'accessibilité, d'homogénéité et de disponibilité des acteurs. Dans le cadre d'une étude relative aux disparités territoriales dans le domaine de l'information territoriale menée conjointement avec l'Observatoire national du développement humain et le Fonds des Nations Unies pour la population, un diagnostic de l'état des lieux du dispositif statistique public marocain a été établi. Ce diagnostic a relevé que le dispositif connaît des lacunes structurelles, à travers notamment une grille de 190 indicateurs conformes aux référentiels et principes de la statistique officielle recommandée par les Nations Unies, d'identifier ceux qui sont disponibles, ceux lacunaires et ceux indisponibles. Comme le souligne l'étude, le Maroc ignore encore 16% des indicateurs de base recommandés par les normes et les standards internationaux. Cet écart s'élève à 31% à l'échelle régionale et 65% à l'échelle provinciale et communale. Donc, ce qui indique qu'il y a des grandes zones qui sont statistiquement sombres et persistent et qu'ils sont beaucoup plus larges au niveau régional et au niveau provincial et communal. On peut déduire aussi de cette étude que la production statistique du Maroc est plutôt disparate. Et il y a c'est vrai, il existe plusieurs structures qui produisent de la donnée et qui font des enquêtes, mais il n'y a pas de coordination. Les données sont là, mais il manque de l'harmonisation pour pouvoir les utiliser correctement. Donc ces résultats avancés dans cette analyse, ils ont été confirmés
également dans le cadre des conclusions tirées du dialogue Maroc-OCDE sur les politiques développement territorial, en fait, qui a montré qu'il y a un dysfonctionnement du système d'indicateurs dédiés au territoire, ainsi que le retard cumulé dans le domaine du développement statistique. Donc, ce qu'on peut dire, parmi les recommandations qui ont été avancées dans ce cadre de dialogue, dans le cadre de ce dialogue, c'est la nécessité de la mise en place d'une charte qui encadre les conditions de production et utilisation des indicateurs. Dans ce cadre, il s'inscrit aussi la nécessité de la réorganisation du dispositif statistique marocain, dans son entier, dans le but d'avoir une synergie entre les différentes structures chargées de l'élaboration des études en la matière, ainsi que la mise à niveau et l'adaptation aux nouveaux besoins et dans les statistiques. Donc, pour être considérés comme valables, les indicateurs ils doivent avoir de la pertinence en regard de la question et des problématiques auxquelles ils se rapportent. On peut dire qu'il y a dans ce sens la réalisation des examens périodiques des nouvelles méthodes et de données dans le but de les affiner. Il s'avère aussi nécessaire, il s'avère essentiel aussi d'identifier les besoins statistiques des acteurs territoriaux, du développement, la fixation aussi des responsabilités des composantes du dispositif statistique en termes de production statistique. Donc, de notre point de vue, la réorganisation du dispositif statistique marocain, il constitue une opportunité d'acquisition de nouvelles connaissances, informations ainsi que des données, l'occasion de créer un cadre de réflexion, d'échange autour du développement du territoire. Comme nous savons tous que les statistiques territorialisées ou bien les indicateurs territoriaux plutôt, fiables et pertinents, ils constituent aujourd'hui un atout qui est fondamental pour la mesure du progrès et l'évaluation de l'impact des politiques publiques au niveau local. Donc, et d'orienter les décisions qui sont adaptées aux réalités territoriales. Donc, pour finir, pour conclure, on peut dire donc la régionalisation et la territorialisation de l'action publique constituent aujourd'hui un véritable défi pour le Maroc, car cela impose une revision complète plutôt de la façon de faire, de partage de responsabilités entre les différents acteurs, d'avoir cette synergie d'intégration des politiques, ce qui exige plutôt une recherche permanente et de la cohérence et une adaptation des supports techniques. Il s'agit dans ce sens de recourir à des outils d'analyse de plus en plus opérationnels, notamment des systèmes d'information territoriaux qui permet en fait de promouvoir la circulation de l'information et sa capitalisation pour la conception des projets ainsi que l'anticipation rationnelle. Merci à tous. Nous allons applaudir très fort, non seulement pour les organisateurs, mais aussi pour tous les intervenants, tous ceux qui ont vraiment accepté de participer à ce colloque. Moi, j'applaudis déjà pour moi-même. Je suis quittée de très très loin pour arriver ici et j'espère rentrer très bientôt. Alors, professeur Amine, j'ai terminé mon travail, je dis ça. De ces travaux de ce colloque sur l'intelligence économique en Afrique, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui ont assisté, qui ont resté avec nous jusqu'à ce moment-là. Donc sans tarder encore de plus, je donne la parole à M. Batir pour citer certaines informations sur le colloque et pour vous remercier. C'est à vous la parole. Merci.
Merci, donc je vais essayer d'être bref. Donc on a commencé avec des statistiques, on va essayer de terminer avec quelques statistiques. Donc au cours de ces 2 jours, nous avons eu le plaisir d'écouter plus de 50 intervenants, représentant plus de 20 organismes, soit des universités, soit des professionnels représentant des cabinets d'intelligence économique, et qui représentent déjà 5 pays, donc le Maroc, l'Algérie, le Gabon, le Cameroun et la France, avec 2 séances plénières et 8 ateliers traitant des thématiques variées, de l'intelligence économique jusqu'à l'intelligence artificielle, avec donc des thématiques qui ont été traitées par l'ensemble des auteurs. Donc il y a des rapports qui ont été préparés pour chaque atelier et pour chaque conférence plénière, et l'équipe va préparer un rapport, donc l'équipe de publication va préparer un rapport qui sera mis à votre disposition donc d'ici une semaine à peu près sur le site internet de l'événement, avec une présentation et quelques photos de l'événement. La prochaine édition, donc pour parler de feature. Donc la prochaine édition, le premier élément, c'est qu'on va essayer d'avoir le maximum de réactions, soit en contactant le comité d'organisation, soit en envoyant des emails aux mails de colloque, pour avoir des idées par rapport au sujet. Donc la première proposition qu'on discute, c'est l'intelligence artificielle, pour avoir une idée pluridisciplinaire sur l'ensemble des aspects liés au sujet, mais on reste ouvert sur l'ensemble des problématiques ou les questions que vous pouvez proposer. Donc là, on va essayer aussi de prendre en considération les remarques et les recommandations. C'est la première fois qu'on organise, donc on est passé d'un statut national à un statut régional, et on essaiera de passer à un statut international. Donc régional, je parle de l'Afrique, notre région l'Afrique. On essaiera de passer à un statut international, tout en restant, en essayant de mettre l'accent sur notre région qui est l'Afrique, sur les pratiques liées à l'Afrique. Donc je vais donc redonner la parole à M. Lapar pour clôturer, et je vous remercie. Donc merci M. Dafer de ces informations. Bien sûr, je cite encore que les travaux plutôt les articles, les écrits de ce travaux vont être publiés dans la revue Dossier de recherche en économie et gestion. Bien sûr, après une relecture du comité scientifique de la revue, et ils vont être publiés, espérons bien, donc dans le mois de janvier ou février. D'accord, donc on espère ça donc le plus tôt possible. Donc sans tarder, encore, je tiens à remercier tous les participants, tous les présents. Je tiens à remercier spécialement les étudiants et les doctorants, parce que ce sont eux les personnes visées par ces travaux. Donc je tiens à les remercier tout d'abord et rappeler que ces travaux, ces colloques, tout ça, ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant à la mode le soft skills. Donc après ces rencontres, bien sûr, ces étudiants ici présents qui ont participé à l'organisation, qui ont participé ici en tant que qui présentent leur travail, vont se sentir un peu confiants en bien sûr essayant de s'instruire autrement. Donc je tiens à remercier encore les professeurs ici de l'université d'Oujda, les professeurs de toutes les autres universités, de prendre la peine de se déplacer jusque-là et de rester avec nous durant les travaux de ce colloque. Je remercie nos chers voisins, et plutôt nos chers pays de l'Afrique. Donc je les remercie vraiment, ils ont pris la peine de se déplacer de lointain jusqu'au Oujda. Donc je les remercie de défendre nos plans et je l'espère la réussite dans leur avenir et travaux. Et je reviens pour remercier encore les institutions. Donc je remercie l'université Mohamed Ier, tout d'abord, donc qui ont donné tous la logistique nécessaire pour réaliser et donner la réussite à ce travail. Aussi la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, avec bien sûr le soutien financier, le soutien moral qui ont accompagné ce colloque. Je remercie encore les membres du centre
le centre de recherche et de développement de l'oriental, avec sa participation, sa patience, etc. Donc tous les éléments pour encore le temps qu'ils ont donné pour arriver à ce niveau-là. Et je remercie encore les chers, plutôt toutes les personnes de ce centre, bien sûr, le personnel, les dirigeants, les gens qui ont contribué à la réalisation de ce centre. Donc, le témoignage des personnes qui ont visité ce centre toujours a été un témoignage positif, agréable donc à entendre. Donc, je remercie le directeur, le président et tout comme je viens pour leur patience. Donc, sans tarder, pour récompenser ou plutôt pour honorer nos invités d'ici, donc on a décidé de donner un cadeau à titre tout simplement illustratif, symbolique, c'est pas un cadeau. Donc on fait appel donc à M. Régis pour représentant du Cameroun. Donc donnez-moi donc pour M. Régis. Donc je précise que M. Régis Issoko Okeke est donc venu au Maroc en tant qu'observateur et qu'on l'a intégré en tant que représentant de Gabon. Il a très bien représenté le Gabon. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. C'est également l'occasion ici de remercier le professeur Amine et l'ensemble des personnes qui ont organisé cet événement. Je puis vous assurer que ça a été quand même pour moi un peu laborieux, mais c'est aussi avec le cœur que je viens ici. Je suis venu parce que je voudrais vous livrer à tous une petite confidence. J'ai passé 6 ans ici au Maroc. J'ai fait une partie de mes études ici, depuis la terminale, j'ai terminé, et puis ensuite je suis rentré chez moi, donc je garde un bon souvenir du Maroc. Et lorsque j'ai vu que c'était Oujda, je me suis dit, mais Oujda, mais je me souviens, j'ai un souvenir un peu difficile. Oujda, est-ce que je dois y aller ou pas? Mais grande fut ma surprise, parce que finalement, ce que j'avais laissé il y a 20 ans en arrière, Oujda que je connaissais, a beaucoup changé. Et finalement, j'ai rencontré des gens très agréables, des gens très aimables, des gens très accueillants, et je puis vous dire que je vous remercie tous, tout autant que vous êtes, pour l'accueil que vous m'avez réservé, et également toute la chaleur que vous m'avez apportée tout au long de ce séjour. Et je pars chez moi au Gabon, ravi et comblé, et j'espère revenir très très vite, parce que je pense que j'ai pas tout vu de Oujda. Et j'ai pas encore tout vu du Maroc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je pense qu'il faudrait que je revienne pour raviver tous les souvenirs de mon enfance. Je vous remercie. Pour la délégation camerounaise, j'invite Madame Rorenato, professeure camerounaise, qui a aussi fait un déplacement, qui a passé plus de 10 heures juste entre les deux aéroports Casa et Oujda, et maintenant qu'elle a très bien représenté le Cameroun. Donc je vous demande s'il vous plaît de l'applaudir. Je sais pas quoi dire en fait. Je n'imaginais pas tout ce qui s'est passé. En fait, je tiens vraiment à remercier les organisateurs, je tiens à remercier ces deux messieurs derrière moi qui ont tout mis en œuvre pour que je programme un autre voyage au Maroc.
parce que quand je suis arrivée à Casa, j'étais déjà énervée par le temps que j'ai mis là-bas pour pouvoir arriver à Oujda. Et moi, mon rêve a été toujours de voir Casa, parce que mon époux, il a fait plus de 10 ans à Casa avant de rentrer au Cameroun. Il me parlait tellement du Maroc, tellement de Casa, et mon rêve, c'était Casa. Mais quand j'ai vu la publication sur l'intelligence économique à Oujda, j'ai dit, ok, pourquoi pas, même si c'est pas Casa, j'y vais. Arrivé à l'aéroport, j'étais déjà découragée de savoir que je vais attendre 10 heures de temps avant d'avoir un vol pour m'amener ici. Mais finalement, ça valait vraiment la peine. Ça valait la peine. J'ai rencontré des personnes très, très, très merveilleuses dont j'aimerais garder de très bonnes relations avec ces personnes-là, si possible, bien sûr, pour qu'on vous permette de revenir encore de revenir au Maroc et surtout de visiter aussi les autres villes comme Fès, Chefchaouen, Agadir, Marrakech, pourquoi pas, moi je reviendrai, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au nom, donc, aussi, on invite M. Bachar Mohamed, donc, qui représentera la délégation algérienne. Donc, on remercie aussi Mme Youbi Karima et les autres ADA. On leur remercie en leur nom, M. Bachar Mohamed, qui a aussi fait le déplacement, qui nous a parlé de l'expérience algérienne. Donc, je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Donc, on est à Oujda, on est très proche de l'Algérie. Et on espère que la prochaine fois, ils vont passer par les frontières parce qu'on est des frères, on est des amis, on est un seul peuple. On espère qu'on n'a pas besoin de faire le déplacement jusqu'au Alger pour aller vers Casa pour qu'il vienne à Oujda. Nous avons des familles entre les deux, donc nous espérons que ces frontières, donc la prochaine fois, il n'y aura plus de frontières, il n'y aura plus d'obstacles pour arriver facilement au Maroc. Voilà, je voudrais remercier les organisateurs pour la qualité du travail qui a été fait et ça ressort. Je pense que tout le monde est souriant, donc on est sur de bonnes bases. Tout ce que je souhaite, c'est d'avoir l'occasion aussi de retravailler avec les collègues et puis de contribuer autant que faire se peut à l'amélioration du climat entre nos deux pays et que notre peuple continue à progresser, à s'améliorer en permanence pour le bien-être de nos deux pays et qu'on puisse en apporter parfois quelques petites pierres à l'édifice, que ce soit tout le temps des pierres blanches qui améliorent notre relation et solidifient et consolident des relations qui sont millénaires. Nous sommes un seul et même peuple et je souhaite tout le bien à nos deux peuples. Merci beaucoup. Donc ainsi on arrive à la fin des travaux de ce colloque. Donc نحمد الله ونشكره نحمد الله ونشكره على ان الامور كل شيء مر على ما يرام بخير ونضرب لكم ان شاء الله موعد في لقاء اخر وشكرا على حضوركم وناخذ صوره جماعيه مع المشاركين قبل الانصراف ان شاء الله. شكرا جميعا. صورة جماعية ناخذوا اللي غادي يطلع فوق المنصة واللي غادي نديروه هنا تحت المنصة باش تجينا صورة جماعية كاملة إن شاء الله. شكرا.